Bien, bonjour à tous et bienvenue à notre Assemblée Générale. Comme tous les ans, le moment est venu de faire un peu le bilan de l'année, au-delà des aspects protocolaires. Ça, je crois qu'on aura toutes les informations, vous en avez certainement déjà eu. Il y a aussi l'occasion de partager, de relancer la dynamique de notre association, notre pôle de compétitivité. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers ces 2 journées. Mais cette première partie, elle est un peu plus formelle, donc je reprendrai la parole tout à l'heure. Pour l'instant, place aux figures imposées, puisque Laurent nous a préparé tous les éléments pour pouvoir tenir cette rencontre annuelle, valider correctement les comptes, et on aura le trésorier pour nous en parler. Et pour que tout ça soit mis en place, je pense qu'il faut qu'on ait un secrétaire ou une secrétaire. Oui. Alors, un ou une secrétaire de séance. J'ai peut-être pas fait le tour des candidats. Je vois qu'il y a un vice-président qui pourrait faire le secrétaire de séance. Gilles. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà, donc on a un secrétaire de séance, on peut tenir correctement notre assemblée. On peut informer aussi qu'on a largement le quorum, donc on peut débattre et délibérer. L'ordre du jour, Philippe, on va approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale de l'année dernière, vous faire un point sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'année qui vient de s'écouler. Et puis ensuite, on aura l'approbation des comptes, l'affectation du résultat, et on aura un point sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes. Et ensuite, questions diverses et conclusions du président. On démarre, on vous avait envoyé le procès verbal, vous pouvez encore l'avoir à disposition si vous voulez le relire très très vite. Est-ce que c'est bon pour vous et du coup est-ce qu'on peut passer aux délibérations par rapport à ce procès verbal de l'année dernière? Philippe, je te laisse officier du coup. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur le procès verbal de l'AG de l'année dernière? A priori, il n'y en a pas. Donc, on peut considérer qu'il est validé. Ok. Donc, l'Assemblée générale ordinaire, après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, décide d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 4 avril 2024. Pardon, je n'avais pas le texte sous les yeux. On est bon? On est bon. Allez. Donc, on passe au point principal qui est le rapport moral 2024. Juste, je vous dis tous, pour ne pas aller trop vite, parce qu'il y a plein de slides, mais vous retrouvez tout dans le bilan moral et financier que normalement vous avez tous eu quand vous êtes arrivés. Donc voilà, on va plutôt traiter les points généraux et ensuite vous aurez de toute façon plus de détails dans ce document. La première frise que vous trouvez effectivement dans ce document, c'est les éléments principaux de l'année. Je vais pas revenir dessus, mais voilà, il y a quelques points clés. C'est finalement un petit résumé en 2 pages des points essentiels que l'on a réalisés cette année, en 2024, par rapport à l'activité du pôle, aussi bien l'activité projet, soutien aux adhérents, accompagnement des adhérents, mais aussi, par exemple, la gouvernance, avec notamment l'élection d'un nouveau conseil d'administration, d'un nouveau bureau et d'un nouveau président l'année dernière. Du coup, je vais vous présenter sous le format un peu classique, puisque le pôle est labellisé par l'État et doit respecter un certain nombre d'axes. Le premier, c'est le pôle et son environnement. Donc, on va vous présenter la dynamique adhérent. Donc, vous voyez sur cette présentation, donc on est une association de 316 adhérents à l'année dernière. On a encore connu une baisse d'adhérents pour la 2e année consécutive. Donc c'est un point important qu'on voulait aussi partager avec vous, de vraiment faire collectif et que chacun d'entre nous se sente aussi ambassadeur du pôle dans les différents territoires dans lesquels vous êtes, pour essayer de faire en sorte que chaque personne qui n'est pas dans ce réseau de l'innovation puisse l'intégrer. C'est aussi l'occasion d'ailleurs de ce forum un peu nouveau format, qui n'est pas uniquement dédié aux adhérents, mais aussi à des gens qui voudraient voir ce qu'il y a dans cet écosystème, comme on l'appelle désormais, de l'innovation, qui est Agri Sud-Ouest Innovation. Vous avez également les chiffres en termes de collèges. Donc on reste une association qui est très fortement
ancrée sur les PME, puisqu'elles représentent quasiment 60%, enfin plus de 60% de nos adhérents. Et puis, dans ce réseau, on a aussi des universités, des organismes de recherche, de formation, de transfert de technologie, quelques collectivités territoriales, et puis des partenaires de nos secteurs. Et par rapport à la déclinaison géographique, vous voyez aussi, on a toujours, par l'histoire, un barycentre un peu plus occitan, qui est désormais quasiment de 50%, qui baisse un petit peu chaque année au profit de la région Nouvelle-Aquitaine. Et les 58 membres qui sont en dehors de ces deux régions ont souvent des actifs sur les régions, mais simplement le siège social qui n'est pas sur site. Un autre point, c'est concernant les liens avec le territoire, et notamment avec les organismes territoriaux. C'est un point important aussi de montrer qu'on n'est pas tout seul, on est connecté avec d'autres clusters, d'autres paysages de l'environnement, d'autres clubs ou clusters. Juste pour un focus rapide, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail, simplement peut-être les nouveautés par rapport aux années précédentes, c'est notamment ce qu'on appelle les PUI, les pôles universitaires d'innovation. C'est un programme relativement nouveau, un dispositif plutôt relativement nouveau instauré par l'État dans le cadre de France 2030 pour les universités, pour créer donc des pôles universitaires d'innovation et renforcer l'interaction avec les secteurs socio-économiques des territoires des universités. Il y a 4 PUI qui ont été labellisés sur les territoires Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, à l'Université de Montpellier, de Pau pour la région Nouvelle-Aquitaine et Montpellier et Toulouse pour la région Occitanie. Donc dans ces 4 cas, le pôle est intégré dans la gouvernance et tout ça s'est mis en place en 2024 et continue à se structurer pour 2025. Pour le reste, c'est plus du classique, avec des organismes avec lesquels on travaille relativement souvent, comme les AREA, les ARIA ou les agences régionales d'innovation ou d'autres pôles et clusters. Au niveau national aussi, on est connecté avec d'autres environnements. Un point essentiel là, c'est plus thématiquement de focaliser sur quelques sujets. Vous voyez qu'on a quand même essayé de renforcer aussi notre position sur des thématiques fortes, comme par exemple le numérique et la robotique agricole, les alternatives aux phyto, sur les biosolutions. Donc on est dans les deux grandes dynamiques d'accélération de l'innovation. Donc c'est porté par 2 associations, on y reviendra tout à l'heure, dans lequel le pôle est membre fondateur et administrateur. Donc ABA qui est pour les biosolutions et RobAgri pour la robotique agricole. On est également dans l'Association française des pôles de compétitivité au bureau, qui est une association qui œuvre au lobbying des pôles dans leur ensemble auprès de l'État et aussi de l'Europe. Et enfin, aussi rappeler notre lien fort avec l'INRAE au travers d'un partenariat tripartite avec Valorial aussi. On salue d'ailleurs quelques représentants de Valorial. Merci d'être présents, puisque chaque année, on s'invite dans nos assemblées générales futures. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être présents, puisque c'est important aussi d'échanger aussi bien au niveau des gouvernances que des équipes opérationnelles sur ce qu'est un pôle de compétitivité. Et aussi, on échange beaucoup à l'échelle européenne, puisque avec Valorial qui est sur le Grand Ouest, on a une grande façade ouest du coup qui est très intéressante aussi au niveau européen et qui a du poids. Concernant l'animation, je passe assez vite, alors il n'y a pas les chiffres, mais c'est 60 événements qui ont été réalisés l'année dernière, plus de 1000 personnes qui ont participé, sans doute beaucoup d'entre vous. Voilà, pour dire que ça reste quand même une des fonctions et une des contributions de votre adhésion, c'est quand même aussi cette animation du réseau dans les territoires, dans des webinaires et autres, sur des salons, parfois à l'étranger, que l'on essaye de faire pour vous. Sur la communication aussi, on essaye de se faire connaître de plus en plus et donc d'attirer de plus en plus de monde. Donc, je vous invite à relayer aussi au travers des réseaux sociaux ou d'autres formes de communication, d'être partie prenante de nos communications. Voilà pour cette partie-là. J'en viens à la deuxième axe, qui est donc le soutien à l'innovation, qui est quand même le cœur du sujet des pôles de compétitivité. C'est l'accompagnement et l'accélération donc aux projets, aux idées d'innovation de nos adhérents. Donc on va commencer par un premier point qui sont les projets structurants. Alors je vais vous expliquer les programmes structurants, pardon. Pour nous, c'est ce qui concerne l'action du pôle, la proaction même du pôle vis-à-vis notamment des régions pour structurer et construire des feuilles de route régionales dans le cadre, pour chacune des régions, de leur stratégie régionale d'innovation. C'est un point important puisque ça permet aussi aux pôles et aux régions, surtout dans cette interaction
et ce dialogue, de montrer qu'il y a des atouts qui sont présents sur nos territoires et que parfois il manque juste un petit peu de structuration, de visibilité et de quelques moyens pour faire en sorte que ces atouts deviennent des vraies reconnaissances et des vrais atouts de ces régions. Le premier qui date maintenant de 2019, c'est en région Nouvelle-Aquitaine, un programme qu'on a appelé Biosolutiona sur les biosolutions, donc les alternatives aux produits pesticides et antibiotiques pour les filières animales et végétales, qui a démarré en 2019, donc désormais à 5 ans. Voilà, et au fur et à mesure, c'est une centaine d'acteurs qui se rencontrent, où on essaye de faire d'œuvrer au développement donc, de ces alternatives. Et notamment donc, sur l'année dernière, quelques points essentiels, ça a été de travailler notamment sur les filières animales. C'est le biocontrôle, par exemple, les biostimulants, c'est des choses qui n'existent pas forcément réglementairement. Donc on essaye de pousser aussi sur ces thématiques au niveau national. Donc il y a eu pas mal de discussions avec les organes vétérinaires nationaux. Et puis aussi, côté plus classique sur le végétal, un groupe de travail qui se porte désormais au niveau national pour travailler sur des normes, notamment sur des normes pour faire un peu plus de référence, notamment sur les méthodologies pour voir les résultats des essais par rapport à tout ce qui est biosolutions, que ce soit macro-organismes, micro-organismes et autres. C'est un point important aussi de savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on teste, etc. Et puis un autre point, c'est amener de l'intelligence collective. Et donc on a travaillé avec une plateforme qui s'appelle Viaino pour amener beaucoup d'éléments, notamment sur de la veille technologique par rapport à où ça bouge en termes de recherche fondamentale, donc les publications scientifiques, mais aussi les brevets, les autorisations de mise sur le marché. Donc ça permet aussi de montrer déjà qu'on est actif, mais qu'il y a aussi d'autres pays qui sont très très actifs et où sont ces pays qui sont les acteurs présents. Et puis on a également amené une petite délégation dans le salon européen ABIM, qui est un des principaux salons sur ce secteur en Europe. Voilà quelques exemples que vous avez aussi dans le livret de ce que fournit cette étude d'intelligence technologique. Côté Occitanie, cette fois-ci, c'est un peu la même dynamique. On a poussé auprès de la région avec donc notamment ADOC, qui est l'Agence régionale de développement et d'innovation, pour structurer des feuilles de route. Donc il y en a 2 qui ont émergé l'année dernière, une également sur les biosolutions, et puis une autre sur le numérique et la robotique agricole, ou numérique et solutions autonomes plus exactement. Donc c'est 2 actions qui sont en cours. Les feuilles de route sont en train d'être livrées. Celle sur la partie numérique et robotique a été livrée partiellement au travers de slides dans le cadre du FIRA, donc le Forum international de la robotique agricole, en février. Et voilà, elle va être complétée dans le détail dans les prochains mois, et idem pour celle sur la partie des biosolutions. Voilà, dans ce cadre-là, on a un soutien de l'Europe pour faire ça. Et du coup, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça, c'est connecté avec notre engagement au niveau national dans le cadre de ce qu'on appelle les grands défis. Si vous voulez en savoir plus, il y a quelques acteurs qui sont dans ces associations-là et qui permettra dans les prochaines années, voire même dans les prochaines semaines pour certains, de pouvoir disposer de fonds publics pour tester. Donc on est beaucoup plus proche cette fois-ci du marché, tester des solutions innovantes quasiment dans des environnements réels, voilà, tout simplement pour accélérer l'innovation. Je rappelle aussi également qu'on est dans 2 autres grands projets, Occitanum sur la partie numérique en Occitanie, qui est porté par l'INRAE, et Vitirev en Nouvelle-Aquitaine sur la partie viticole, et les transitions agroécologiques dans ce secteur est porté par la région. Côté projet, désormais, donc vous pourrez aussi aller voir l'équipe projet. J'en profite pour dire, parce qu'on a des stands Projet Europe que vous pourrez aller voir tout à l'heure pendant les B2B. Côté projet, malgré quand même la difficulté qu'il y a eu l'année dernière à cause des remous politiques, et notamment quand même quasiment un arrêt de certains appels à projets nationaux au 2e semestre, on a quand même eu une année relativement dynamique. L'année dernière était une année exceptionnelle, il y avait eu 40 projets labellisés, c'était la meilleure année depuis le début du pôle. On termine à 30 projets labellisés, ce qui est quand même très bien. Et qui montre aussi qu'il y a quand même encore une activité par vous, finalement, de monter des projets, d'être en collaboration et d'essayer d'aller chercher des financements publics. Dans le détail, ces projets sont encore très fortement portés par France 2030 et les différents dispositifs BPI ou ADEME. Et puis, ce que vous voyez sur l'écran à votre droite montre aussi qu'on reste sur des... à votre gauche, excusez-moi, sur des domaines d'innovation prioritaires qui sont très amont, qui portent beaucoup sur
les transitions agroécologiques, les alternatives aux pesticides, justement, etc. Voilà. Et en termes de financement, donc pour l'instant, c'est les chiffres qu'on a, puisqu'il y a encore des projets qui sont en cours d'instruction. On a un peu moins de projets qui ont été financés. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que le montant des financements est beaucoup plus faible que les années précédentes. Les deux pics de 2022-2023 sont quand même là aussi, montrent les années exceptionnelles grâce à France 2030, à la fois sur le montant qui ont été alloués à des projets. Donc il y a eu beaucoup de projets ambitieux à plus de 10 millions d'euros qui ont été labellisés par le pôle et qui est désormais, voilà, cette période-là est, je pense, révolue, en tout cas pour partie. Quelques projets, alors je ne vais pas m'y arrêter, je les ai en slide, mais vous les avez surtout dans le bilan moral et financier pour vous montrer à la fois la typologie des projets que nous avons accompagnés, que ce soit des gros projets, des petits projets individuels, collectifs, des projets comme celui-ci qui est un projet plutôt de laboratoire commun. Donc voilà, je vous laisse regarder et pour vous donner des idées éventuellement de projets d'accompagnement que vous pourriez avoir. J'en viens aussi cette fois-ci à un focus qui est plutôt sur les entreprises, puisqu'on a aussi donc, des dispositifs, je vais aller ici, voilà, qui permettent de labelliser des entreprises, donc Agrio et iFrance. En l'occurrence, l'année dernière, on n'a pas eu de labellisation réalisée. On a accompagné quelques adhérents sur ces labellisations, mais qui n'ont pas abouti. Je rappelle donc pour les startups de moins de 3 ans qui sont dans le secteur agricole agroalimentaire, il y a un dispositif qui s'appelle Agrio qui permet de pouvoir lever entre guillemets plus facilement donc des fonds, notamment donc, quand on a 1 euro privé, BPI abonde avec 1 euro également de sa part jusqu'à 250 000 euros. Et puis pour des PME qui sont un peu plus anciennes, donc au-delà de 3 ans et pas forcément spécifique au secteur agricole agroalimentaire, vous avez un dispositif qui s'appelle iFrance qui est porté notamment par les pôles de compétitivité. Donc ces deux dispositifs sont des dispositifs collectifs dans lesquels le pôle est partenaire et donc a un propre dispositif de labellisation. Et pour iFrance également, ça permet d'avoir accès à France Invest et France Angel qui permet d'accélérer là aussi la rencontre d'investisseurs. Donc cette année, il n'y a pas eu de labellisation. L'année dernière, il n'y a pas eu de labellisation. En revanche, on a deux dispositifs qui permettent quand même d'accélérer les relations start-up et le terrain. NegoSup, donc avec le négoce agricole, qui permet donc de primer des startups qui travaillent spécifiquement avec des négoces. Donc ça leur permettra effectivement pour les lauréats que vous voyez et le prix coup de cœur de faciliter en fait ces expérimentations. Donc le thème de l'année dernière, c'était sur la résilience, la transition et la résilience de l'agriculture face au changement climatique. Et puis si je reviens un petit peu en arrière, donc on a aussi un challenge avec l'INRAE qui est un peu différent. C'est comment les startups peuvent avoir accès plus facilement à des compétences scientifiques. Et donc c'est l'INRAE qui, du coup, en retour aux lauréats, fournit un temps de chercheurs pour éventuellement monter en maturité les technologies qui seraient problématiques encore pour la start-up. Voilà. J'en viens au dernier point sur la partie du bilan d'activité, si vous me suivez toujours. Donc on va partir au-delà du territoire, on va sur la dimension européenne, qui a connu beaucoup de succès pour l'année dernière, puisqu'en fait on a déposé, je crois, 7 projets, on en a gagné 5. Donc c'est très bien, mais il va falloir aussi qu'on se calme un peu, parce que du coup, ça fait 10 projets qui étaient actifs l'année dernière, donc c'est vraiment beaucoup. Alors ces projets-là, je le répète, et c'est important pour vous, c'est pas pour le pôle, on les fait pour vous, et vous allez voir aussi les déclinaisons qui vont être intéressantes. Donc certains permettent pour nous d'avoir plus facilement accès à des thématiques stratégiques pour le pôle. Je pense par exemple à une thématique comme celle sur tout ce qui est environnement, agriculture, agronomie, agroécologie. On essaie de se positionner fortement sur ces sujets-là. Ça peut être aussi le numérique. Et puis, d'autres dispositifs qui sont intéressants, c'est ce qu'on appelle le cascade funding, donc le financement en cascade. C'est d'essayer d'aller chercher des projets européens qui ont une partie de leur budget qui n'est pas encore préallouée, mais qui le sera au travers de mini-appels à projets pour en fait, des entreprises, en particulier des PME, sous forme de petits tickets qui vont de 30 à 70 000 euros. Et ça, c'est de l'argent européen qui est fourni dans les territoires et qui est plus facile à avoir que voilà, les gros projets que l'on peut voir sur Horizon Europe ou autre. Donc ça, c'est aussi un objectif. Voilà les 9 projets. Vous pourrez discuter aussi avec l'équipe Europe qui a un stand. Si ça vous intéresse sur les 9 projets, je ne vais pas tous rentrer dans le détail. En gros, il y a 3 thématiques. 3 projets sur la thématique d'économie circulaire.
4 projets sur la partie transformation numérique et 2 autres sur la partie plutôt transition agroécologique. Et donc vous le voyez, rien que ces projets, c'est 2 millions d'euros de subventions qui sont obtenus déjà par les partenaires qui intègrent les projets avec nous. Et je crois de mémoire, quasiment 5 millions d'euros, si je ne me trompe pas, de cascade funding aussi qui est disponible. Voilà, quelques points clés. Donc BioInSouth, c'est un projet qui est sur la bioéconomie et qui vise à regarder quelles peuvent être les limites d'une bioéconomie très fortement poussée sur les territoires en termes notamment de limites environnementales, notamment de régénération de la biomasse. Voilà, c'est vrai que c'est la bioéconomie a le vent en poupe, mais potentiellement avec le changement climatique dans les régions du sud de l'Europe, il peut y avoir quand même des limites à pousser ce développement très fort. Sésame est un projet d'économie circulaire. Il vient de clôturer justement son premier appel à projet sur des projets qui traitent traitement de l'eau, emballage, vous les avez à l'écran. C'est, je crois, plus de 140 projets qui ont été soumis et du coup, il y en aura quelques dizaines qui vont être lauréats. Donc voilà, ça montre aussi une autre dynamique de projets et pas uniquement les projets que l'on peut trouver au niveau national. Ensuite, un projet sur la partie agrivoltaïsme, on va en parler tout à l'heure. Vous aurez une session sur l'agrivoltaïsme pendant les conférences, donc sans doute on va revenir sur quelques sujets, puisque ça aussi l'agrivoltaïsme c'est un sujet intéressant entre souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire. i5 est un projet qui se termine sur tout ce qui est plutôt l'usine 4.0, donc là aussi il y avait du cascade funding. Malheureusement, aucun de nos candidats qu'on avait poussé a pu être retenu. Il y avait quand même de la concurrence et de la compétition avec d'autres acteurs européens. Smart Green Water est un projet sur l'irrigation, notamment avec des Espagnols. Donc c'est aussi important. On a une façade, une frontalière avec l'Espagne et tous ces projets qui sont aussi sur le changement climatique et sur les restrictions potentielles en termes de certaines ressources est quand même intéressant parce que l'Espagne dispose parfois de solutions qui réglementairement sont autorisées dans ce pays, qui ne le sont pas forcément en France, et aussi parfois de technologies qui sont largement mises en œuvre chez eux et pas forcément chez nous. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe dans ce pays. 2 projets sur le numérique aussi, Occitania en Occitanie et Dynamique en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, vous pourrez aller voir mes collègues pour qu'ils vous expliquent si vous avez des problématiques, par exemple, ou des questionnements sur vos transitions numériques. Il peut y avoir là aussi du financement auquel vous pouvez accéder. Et les 2 derniers, un tout nouveau donc sur, et on en parlera aussi tout à l'heure dans la session sur les financements, la finance durable, c'est comment est-ce qu'on va chercher des mesures des indicateurs pour mesurer la biodiversité, parce que on commence à voir ça dans les rapports extra-financiers. C'est un sujet qui peut être important. Donc voilà, ce projet européen s'en charge, ou en tout cas essaye de répondre à la question. Et puis le dernier, c'est sur la partie séquestration de carbone dans les sols. C'est un très gros projet, il n'y en aura qu'un que l'Europe va financer, et c'est celui-ci, là aussi pour essayer d'aller trouver, je le fais simplement, mais une homogénéité dans la capacité, dans la façon de mesurer la séquestration de carbone dans les sols par l'agriculture. Voilà. Et donc là, c'est aussi du cascade funding pour les agriculteurs, pas uniquement pour les PME que l'on a réussi à capter. Voilà pour cette partie activité. J'espère que vous êtes encore toujours là. On va passer, on est dans les temps, largement. On va passer au modèle économique, à la gouvernance, et puis ensuite rapidement au bilan financier. Simplement pour vous dire, effectivement, on s'était laissé à l'AG précédente avec un conseil d'administration qui allait être renouvelé, donc ça a été le cas. Certains nouveaux entrants ont intégré ce conseil d'administration, et puis vous avez aussi un nouveau bureau que vous avez ici, et pour la plupart sont présents. Et donc voilà, une nouvelle gouvernance est en place depuis un an. Ça, je passe, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Dernier point pour remercier aussi et dire qu'on a des soutiens des partenaires donc en 2024. AgroSolutions et Rojimbo sur des notions d'aide et de prescription du pôle auprès de certains adhérents sur des sujets, pour Rojimbo par exemple, de propriété intellectuelle, ou pour AgroSolutions de financement carbone ou d'accompagnement aux transitions agroécologiques. Et puis on a eu également Groupama et le Crédit Agricole Aquitaine qui nous ont soutenus dans différentes actions. L'équipe, alors vous l'avez là, vous aurez l'occasion de discuter aussi avec eux. On a tous des foulards bleus, donc, ou des petites, quelque chose bleu, voilà, un petit foulard, un petit tissu bleu. Donc vous pourrez les identifier comme ça.
Le rapport financier, du coup, je fais l'introduction, Jean-Albert, ou tu veux faire l'introduction? Viens. Du coup, je laisse la parole à Jean-Albert Massenet, notre trésorier, qui va faire un premier élément d'introduction. Il marche, ouais, tu peux y aller. Je fais l'intro, d'accord. Mais si je fais l'intro, donc du coup, c'est peut-être pas la peine de passer tout de suite. Donc on va vous présenter donc les comptes. Cette année, globalement, on a de nouveau un exercice qui est déficitaire et essentiellement pour une raison principale, vous allez le voir dans le détail, c'est une baisse du nombre d'adhérents qui a fait qu'effectivement on a moins d'adhésions et on a eu aussi moins en cascade de prestations. Le reste est quasiment mieux, notamment sur les ressources. On a eu plus de ressources de la part des régions qu'on remercie. Je pense que voilà, tu auras l'occasion de les remercier. Également sur les projets européens, on a beaucoup plus performé que ce qui était prévu. Et les charges ont été maintenues à peu près dans le même cadre que les années précédentes. Donc voilà essentiellement le focus sur lequel il faut qu'on travaille et sur lequel on travaille depuis maintenant 6 mois fortement avec une équipe dédiée à tout ce qui est fidélisation et prospection des adhérents. Je te laisse la main, Jean-Albert. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Albert Massenet, je suis le président d'Ozon. J'ai un parcours de 25 ans dans l'agriculture, l'agroalimentaire et les coopératives. Et donc vous m'avez demandé d'assumer cette responsabilité de trésorier de notre association. Alors il y a des moments plus sympas pour les trésoriers que la première fois commencer par annoncer un résultat négatif. Ça veut dire que nous allons pouvoir bien progresser dans les années qui suivent. Laurent l'a rappelé, l'année 2024 est une année pas simple pour l'économie française, agricole. De nombreux bouleversements politiques ont bloqué un certain nombre de projets. Dans ce cadre-là, l'équipe s'est complètement mobilisée. On va vous montrer quelques diapos en 10 minutes. Donc tout d'abord nos ressources. Nos ressources sont constituées de ressources privées et de ressources publiques. Les ressources publiques, 31% pour les subventions de fonctionnement, 13% sur les autres collectivités et les subventions publiques d'action. Je dois également, comme tu l'as fait, remercier les régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, qui, bien qu'étant dans des situations également d'arbitrage, ont augmenté leur soutien pour notre pôle de compétitivité. Donc nous les en remercions et évidemment nous souhaitons poursuivre sur cette dynamique. Vous voyez également que les cotisations des adhérents sont un poste très important et Laurent l'a rappelé tout à l'heure, le nombre d'adhérents et leurs cotisations diminuent. Elles se montent à 28% cette année, puis les prestations de services pour 11% et enfin on l'a séparé et spécifié pour pouvoir suivre cet indicateur de façon précise. Les ressources qui nous viennent de l'Europe se montent à 13% pour cette année. Ce qui fait en gros des produits de 2 millions d'euros avec des charges qui vont être sur la diapositive suivante d'à peu près 2 millions d'euros, un tout petit peu plus que 2 millions d'euros. Ce que l'on remarque dans ces charges, c'est que la principale part est portée par nos ressources humaines, nos équipes, et que donc pour pouvoir ajuster un budget quand les ressources diminuent et que vos charges sont essentiellement des ressources humaines, eh bien c'est tout le travail de Laurent et des équipes qui ont été de se contraindre au maximum tout en délivrant un maximum de services aux adhérents. Donc une équation humaine compliquée à réaliser et sur laquelle nous devons également être vigilants parce qu'on peut demander des efforts aux équipes, mais ça peut avoir une limite également. Donc un vrai sujet de performance, j'allais dire intrinsèque du pôle, dont je dirai 2 mots tout à l'heure. Voilà, donc vous avez là un compte de résultats, on va dire, assez simplifié, avec des ressources publiques qui sont en augmentation par rapport à l'année dernière à 865 000 euros, des ressources privées qui, elles, sont en baisse pour atteindre 849 000 euros, et une compensation partielle via les ressources publiques sur projets européens, ce qui nous amène à quelques euros près à un niveau de recettes identique d'une année sur l'autre. En ce qui concerne les charges, eh bien, la partie charge du personnel a été contenue au maximum entre les évolutions liées à l'inflation
des taux de salaire et aux ressources disponibles. Il faut également noter que dans ces charges de personnel, il y a du personnel qui est affecté aux projets européens et que Laurent vous a indiqué tout à l'heure que ces projets-là nous prenaient de plus en plus de bandes passantes, ce qui vous permet de mesurer l'effort qui a pu être fait sur les autres postes. Donc nous clôturons cette année par un résultat comptable de moins 71 000 €. Nous avons échangé avec le président et Laurent sur le poste provision que nous avons regardé particulièrement, et nous avons également échangé avec nos commissaires aux comptes là-dessus, pour veiller à ce que cette situation rende compte de la réalité du pôle, ne soit ni embellie ni dégradée, et en même temps qu'on se préserve dans l'avenir d'éventuels risques qui pourraient arriver, notamment sur des risques de versement de subventions qui nous ont été accordés et pour lesquels nous attendons le versement. Et compte tenu de la situation financière d'un certain nombre de nos financeurs, on se dit qu'on pourrait ne pas être à l'abri de quelques rognages de dernière minute. Voilà. Donc nous avons intégré ça dans nos comptes. En termes de bilan, pas grand-chose à dire sur le bilan, si ce n'est que le mode de fonctionnement avec les projets européens amène quelques modifications. Nous touchons des avances sur le projet européen que nous affectons à l'actif, et en même temps, au passif, nous constatons des produits constatés d'avance, ce qui fait que notre bilan augmente numériquement, mais c'est juste le reflet de cette mécanique comptable des projets européens. Mécaniquement, nos capitaux propres, nos fonds propres diminuent du résultat négatif de l'année dernière et rediminuent du résultat négatif de cette année. Tu peux passer à la... Ah, tu ne l'as pas passé. Bon, il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent. Pour le moment, ça va, on tient. Néanmoins, la dynamique, elle est pas très bonne. Vous le constatez. Le dernier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que les ressources du pôle, elles sont dédiées pour vous accompagner dans les projets que Laurent vous a présentés, qui sont nombreux et elles sont très engagées. Mais nous constatons également en termes de gestion que nous sommes obligés de consacrer beaucoup plus de ressources au recouvrement des cotisations. Or, ça n'est pas l'objet du pôle ni le travail de nos collaborateurs. Et donc, comme Laurent et le président vous en ont exhorté, soyons les ambassadeurs du pôle et aidons aussi à une gestion plus facile. Donc, plutôt vous cotisez, moins nous avons à vous relancer et plus nous pouvons nous consacrer sur les vrais sujets qui sont la raison d'être de notre pôle. Et pour terminer, eh bien, cette trajectoire un petit peu difficile en nombre d'adhérents, en budget, que ce soit sur l'économie française en général, agricole ou des régions, on voit bien que la tension augmente chaque année. Néanmoins, je crois que c'est aussi un moment, et qui a été engagé par le président, par Laurent et avec les équipes, un moment de se reposer vraiment la question de la valeur ajoutée que le pôle doit apporter à ses adhérents. Celle-là, elle est évidente, mais également de la valeur ajoutée qu'elle doit apporter à ceux qui ne sont pas encore adhérents et qui sont bien plus nombreux que nos adhérents. Et donc, il s'agit de faire un travail d'introspection sur nous-mêmes et de nous dire que le pôle vit pour ses adhérents et pas par ses adhérents. C'est un peu un concept marketing de base, mais je pense que de temps en temps, ça fait du bien de se le redire et de savoir bien se focusser sur vos vrais sujets et comment est-ce que tous ensemble, grâce à notre outil, on est meilleur pour passer ces moments difficiles. L'innovation est un formidable levier de développement et de création de valeur. Je crois qu'on a un très bel outil et il ne reste qu'à nous de lui faire atteindre les objectifs que nous nous souhaitons. Je vous remercie. Merci Jean-Albert. On va, pour terminer, clôturer cette partie sur les comptes, passer la parole à Monsieur le commissaire aux comptes, Julien Dufaux. Mesdames, Messieurs, Julien Dufaux, je suis le commissaire aux comptes de votre association. Je représente le cabinet Eurodit Partner. Je ne vais pas revenir sur les comptes qui vous ont été présentés en détail, en toute transparence. Simplement vous confirmer
que les comptes sont réguliers, sincères. Donc c'est une certification pure et simple qui est consignée dans notre rapport. Et nous avons un deuxième rapport dont nous parlons chaque année, mais qui reste vide chaque année. C'est sur les conventions réglementées, c'est-à-dire des opérations qui seraient éventuellement intervenues entre des membres dirigeants de l'association et l'association. Et comme chaque année, nous mentionnons qu'il n'y en a pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Dufaux. Bien, maintenant si vous êtes prêts, on va enchaîner les résolutions. Je les lis. Donc c'est à moi d'officier Oui. pour ce qui est de la partie protocolaire, les figures imposées de l'Assemblée générale. Donc la deuxième résolution, après la première qui était l'approbation de l'Assemblée précédente, l'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu l'exposé du président, connaissance prise du rapport sur l'activité de l'association comprenant rapport moral et financier, exposant la situation de l'association et son activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les 10 comptes arrêtés par le conseil d'administration se soldant par une perte nette comptable de moins 71 328,73 €, et après en avoir délibéré, approuve ces comptes sans modification, ainsi que les opérations traduites par eux ou résumées dans les rapports. L'Assemblée générale ordinaire donne en conséquence aux membres du conseil d'administration, à son président et aux membres du bureau quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice approuvé. Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution est approuvée. Résolution numéro 3. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu l'exposé du président et après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice, qui s'élève à moins 71 328,73 € en totalité, au poste report à nouveau, ainsi ramené de 347 298,06 € à 275 969,33 €. Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution est approuvée. Résolution numéro 4. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L612-5 du Code de commerce, approuve les conclusions de ce rapport et prend acte et constate l'absence de conventions visées à l'article L612-5 du Code du commerce conclues au cours de l'exercice écoulé. Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution est approuvée. Résolution numéro 5. On n'avait pas de plus long à plus court. Non, donc ça, c'est effectivement renouvellement du commissaire aux comptes. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu l'exposé du président, connaissance prise du rapport sur l'activité de l'association, décide de renouveler en qualité de commissaire aux comptes le cabinet Eurodi, partenaire, société à responsabilité limitée au capital de 163 200 €, dont le siège social est situé 81 boulevard Lazare Carnot, résidence Cap Wilson, 31 000 Toulouse, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sur le numéro 417 967 429, dont le mandat arrive à échéance. Eurodi Partner est nommé pour une durée de 6 exercices expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030. Qui est contre? Qui s'abstient? Résolution numéro 5 approuvée. C'est bon. Questions diverses. On a éventuellement 5 Est-ce minutes. qu'il y a des questions diverses? Non. Non. Allez, je te laisse Juste rapidement conclure. quelques petits mots de conclusion. Alors c'est dur de passer après Jean-Albert qui, au-delà des comptes, a déjà rappelé les fondamentaux de notre association. Néanmoins, je rappelle que l'année 2024 est une année riche en projets, parce que c'est quand même ça, tu insistais dessus, la raison d'être, riche en projets financés. C'est un peu des côtes comètes de France 2030, mais c'est important. Et il faut persévérer dans cette recherche de financement qui dynamise l'innovation et agroalimentaire du Sud-Ouest. C'est aussi une année riche en bouleversements, hein, puisque certes on a vu se consolider le soutien des régions, et on les a remerciés encore une fois,
Mais on est quand même dans un contexte tendu et qui le sera de plus en plus. Et on sait qu'on a déjà un exercice pour 2025 qui sera encore compliqué à équilibrer. Et tout ça, ça passe par une redynamisation, et là j'insiste également, de la motivation de nos adhérents et de ceux qui ne le sont pas encore, comme tu as dit Jean-Albert, puisque l'innovation doit rester le moteur de toutes les transitions que nous avons à accompagner en tant que pôle de compétitivité. Donc dans un contexte d'évolution forte et rapide, avec beaucoup d'incertitudes et quelquefois des changements de cap intempestifs, on le voit ces jours-ci, pour ne pas rappeler les taxes dans un sens ou dans un autre qui peuvent varier de leur montant d'une minute à l'autre, je dirais qu'il faut absolument maintenir le cap malgré ces virements de bord. Notre cap à nous, c'est le cap de d'abord soutenir l'innovation. C'est pour ça qu'on est ensemble dans l'association. L'innovation, c'est l'embryon, quoi qu'on y fasse, de toute l'activité économique, celle qui existe aujourd'hui et celle qui existera demain. Il faut aussi faire levier, et je crois que tu l'as rappelé aussi Jean-Albert, sur le rôle incontournable du pôle, déjà par sa notoriété. Il est connu et je crois que la présence et votre présence nombreuse aujourd'hui le démontre encore une fois. Et c'est aussi un positionnement incontournable et indispensable pour aller accompagner, labelliser, chercher des financements, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux. Et enfin, je réitère, garder le cap en dynamisant le pool des adhérents. C'est fondamental. Pas que pour des questions économiques, c'est vraiment pour revenir sur notre raison d'être, c'est par la volonté des adhérents qu'on fera émerger le plus grand nombre de projets possibles et qu'on fera prospérer l'économie de demain qui intégrera davantage d'agroécologie et davantage de décarbonation. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion de cette Assemblée générale. Merci de votre attention. Et nous allons pouvoir poursuivre nos journées de travail, puis c'est une grosse journée répartie sur 2 jours, avec des conférences. Nous avons essayé d'appréhender à travers des conférences de nombreux sujets, mais Eric nous en dira peut-être plus tout à l'heure sur le programme de ces 2 jours. Merci de votre attention. Merci Philippe.